So io, okay, right. So I think we can start work today. Very happy to have you here. Thank you for coming to this lecture. I'm particularly honored to welcome our guest today. Mireille Delmas-Marty is a very prominent scholar in law, and not just in law, but in the study of law in the context of social sciences. So I think it's the best way that we can address our students and our colleagues at the School of International Studies. Of course, this is also a joint organization together with the Faculty of Law, and I thank also Dean Nesi for being here with us. The title of the lecture of today is The Appearance of a Global Legal Order, and that has a question mark, because as you are going to hear and read, if you have the handouts as well, the topic of this lecture is the challenge of what is going on today in terms of the evolution of law at the national and at the international and transnational level. And I think what is particularly interesting is the fact that law is not seen as an independent kind of phenomenon, but it's read in the light of the context in which legal development takes place. Now, it's very difficult to introduce Mireille Delmas-Marty because the accomplishments of her as a scholar are not just outstanding, but are very numerous. She's now a member of the l'Institut de France, and she's a professor of the Collège de France. She has had a number of appointments in French University, University of Lille, University of Paris. Then she has been a member of the l'Institut Universitaire de France. And then finally, she got a chair on the Études juridiques comparatives et internationalisation du droit. And the title of this chair is particularly telling of her kind of research, which is not just about comparative law, but also on the development of law at the international level and what has implied in terms of the changes that law has undertaken. Apart from her scholarly work at the university and other prestigious research institutes, she has also had very prominent tasks as an expert, both in the French legal system, where she has been an advisor for the revision of the Constitution in 1992. She has been a member of the group on reforming the criminal code in 1981, and she has been in charge of a prominent work on the evolution of European criminal law, which is the Corpus Juris work. So we can say that her interest is not just of a very prominent scholar in the area of criminal law, but of law and comparative law in general, and law and social sciences. So I'm very happy to have her here. I think it's going to be a challenge for us to listen to her, and then, of course, also to participate to the discussion. Now, the presentation will be in French. You have handouts where there's an English translation, and the English translation will be seen on the screen. And in the question time, you can also have your question either in Italian or French, and then we are going to translate. So it's going to be a kind of multilingual kind of task. So thank you for being here. Thank you for having accepted our invitation. And I give the floor to Professor Nesi. Thank you. Bonjour. Je dirais quelques mots en tant que doyen de la faculté de droit. Je voudrais remercier premièrement Madame Mireille Delmas-Marty pour avoir accepté l'invitation par la School of International Studies, et je voudrais dire que j'ai déjà lu en réalité ce que les rapports de Madame Delmas-Marty, et je suis sûr qu'elle dira aussi des autres choses, mais j'étais vraiment frappé par beaucoup de choses dans cette présentation. En ce qui concerne cela, je vais parler après, naturellement, mais je voudrais dire comment, dans les rapports que nous sommes en train d'écouter, il y a une analyse
du rôle du droit dans les États, dans la vie des États et dans les rapports internationaux qui est sûrement très original. Pour beaucoup de raisons. Premièrement, parce que la façon de voir au rôle du droit dans les relations internationales est une vision, je dirais, dynamique, qui essaie d'expliquer certains phénomènes auxquels nous devons faire face jour par jour. Et je pense que si il n'est pas facile de parler, par exemple, de terrorisme ou des changements climatiques ou de problèmes du commerce international dans un monde qui est toujours en évolution, dans cette phase historique est beaucoup plus difficile de le faire. Mais en plus, le problème est de trouver ou indiquer des solutions possibles aux défis que jour par jour nous avons la chance de voir avant nous. Je pense que la façon de parler de ces choses de Madame Delma Marty est beaucoup originelle, mais en même temps est un peu, comment on dit, un peu antithétique aux thèses qui normalement nous pouvons lire dans les livres, dans les journaux, dans les articles des spécialistes. Mais vraiment, j'espère de pouvoir parler sur la substance des choses après que le rapport a été présenté. Alors, je m'arrête ici et je remercie aussi vraiment très chaleureusement Madame Delma Marty et je lui donnerai la parole si vous êtes d'accord. Moi qui vous remercie l'un et l'autre, Madame la directrice et Monsieur le doyen, de m'avoir invité ici. Et en ce moment précis, nous avions fait le projet depuis longtemps avec Emanuela Fronza, le professeur Fronza, de nous retrouver un jour, mais ce jour était imprécis encore, et voilà que maintenant ce jour est arrivé. Et j'en suis vraiment très, très heureuse. Alors, c'est aussi l'occasion de retrouver un certain nombre d'amis en Italie et c'est toujours un grand moment pour moi. Mais c'est un moment un peu spécial et je me demandais si le titre que j'ai proposé pour cette conférence n'allait pas vous sembler un peu étrange parce que je parle de l'émergence d'un ordre juridique mondial. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ordre ? Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est plutôt le grand désordre juridique du monde. On peut le constater dans différents domaines. Monsieur le doyen a parlé de terrorisme, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qui l'emporte dans le panorama du monde, ce sont les violences humaines et interhumaines. Alors il y avait eu le choc après la Deuxième Guerre mondiale de découvrir que des nations qui se disaient civilisés avaient commis ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme va appeler en 1948 des actes de barbarie qui révoltent la conscience humaine. Ça avait été un premier choc. Et puis, il y a eu le choc des attentats terroristes à New York en 2001. Et puis, il y a eu cette montée en puissance tout au long de l'année 2005, mais le phénomène avait commencé avant, de cet État islamique qui n'est pas un État, qui n'est pas une véritable traduction de l'islam, mais qui est au départ une organisation criminelle de terroristes qui ont conquis petit à petit des territoires, qui ont pris le contrôle de ressources et qui ont maintenant des stratégies militaires et des objectifs de destruction et qui deviennent une menace pour les pays
désignés comme cible par eux. Mais cette menace, c'est une double menace. C'est une double menace parce qu'on l'a vu déjà après 2001, les réponses guerrières des États-Unis aux attentats du 11 septembre ont mis en danger aussi les principes de démocratie. Et à nouveau, nous découvrons cela actuellement même en France. Vous savez qu'il y a eu premiers événements en janvier 2015 et de nouveau des attentats plus violents encore à Paris il y a quelques semaines à peine. Et cela a déjà conduit la France à déclarer un état d'urgence qui avait été créé par une loi de 1955 dans un cadre très particulier qui était la guerre d'Algérie. Et voilà que cette loi est à nouveau ranimée maintenant. Et en ce moment même, il y a une discussion pour savoir si on ne va pas inscrire cet état d'urgence dans la Constitution, avec des projets qui circulent, qui font un peu peur, je dois dire, aux juristes. Ce qui fait que nous avons lancé un appel. Un groupe de juristes français vient de lancer un appel qui s'appelle « Non à l'état d'urgence permanent », parce que ce que nous craignons effectivement, c'est qu'il y ait là une menace pour nos démocraties. Alors les terroristes auraient gagné 2 fois, une fois en faisant des victimes parmi les citoyens et une deuxième fois en faisant des victimes dans nos principes démocratiques. Ce n'est pas très rassurant pour parler d'ordre juridique du monde. Si on regarde dans un domaine très différent qui est le domaine économique et financier, je dirais que la crise interminable dans ces matières économiques et financières confirme qu'il y a là aussi un autre risque, qui serait le risque d'une dictature des marchés, avec les conséquences que l'on connaît sur le chômage, les exclusions sociales et tous les défauts qui se rattachent à une exploitation massive des ressources. Alors si on combine cela avec le terrorisme, ça nous conduit tout droit à ce désastre humanitaire que sont les migrations à l'heure actuelle. Tout le panorama est donc plutôt noir. Alors il y a peut-être une petite lueur qui s'ouvre à l'horizon depuis peu avec l'évolution des structures juridiques et des textes juridiques internationaux en matière climatique. Vous savez qu'on vient de terminer à Paris il y a quelques jours. Alors il y avait à la fois l'état d'urgence, mais il y avait en même temps à Paris la conférence sur le changement climatique, la COP 21, comme on l'appelle en langage plus familier. Et cette conférence a donné lieu à un accord dont j'aurai l'occasion de vous reparler, mais qui montre qu'il y a quelque chose de possible malgré tout à l'échelle mondiale. On peut arriver à mettre d'accord 195 pays, ce qui n'est pas rien, sur un projet commun. Donc, avec un panorama aussi contrasté, je ne pouvais proposer ce titre qu'en ajoutant un sous-titre. Et le sous-titre, pathologie ou métamorphose, c'est une manière de traduire, au fond, l'idée qu'il y a plusieurs hypothèses dans la manière d'interpréter le tableau actuel. Il y a l'hypothèse de l'échec, et il y a une autre hypothèse que j'essaierai ensuite de vous lancer comme une proposition peut-être moins pessimiste. Alors l'hypothèse de l'échec, elle a été surtout soutenue depuis pas mal d'années maintenant du côté du droit international par un collègue très respecté du droit international qui est Prosper Veil, qui avait écrit un article en 1980 qu'il a publié de nouveau en 2000 qui disait « Le droit international est malade de ces normes. Malade de ces normes parce qu'il y a une prolifération des normes et cette prolifération fait qu'il est de plus en plus difficile de déterminer de quoi est faite une norme et aussi de déterminer qui elle oblige et envers qui. » Alors ça, il l'a écrit donc très tôt finalement. Mais si on regarde la situation actuelle, on peut dire que les symptômes
se sont plutôt aggravées. La prolifération normative qu'il décrivait conduit à la fragmentation des normes internationales, à la fois une fragmentation verticale, on a le niveau national, mais on a aussi un niveau international régional, on le connaît bien ici avec l'Europe, mais dans d'autres parties du monde, il y a d'autres organisations régionales, et puis un niveau mondial. Ça, c'est vertical. Mais il y a aussi une fragmentation horizontale, parce que tous les secteurs que j'ai énumérés restent des secteurs indépendants les uns des autres. Le terrorisme, l'émigration, le changement climatique, la crise économique et financière, on pourrait ajouter le droit social, tous ces secteurs sont fragmentés, on a des règles, on a aussi bien sûr le droit des droits de l'homme, mais tout cela reste très fragmenté. Et puis, deuxième phénomène, la diversification des acteurs qui entraîne une dilution des responsabilités, ce que Prosper Veil avait déjà pressenti. Et finalement, j'ajoute à son tableau une troisième remarque, c'est sur l'instabilité des normes dans le temps. Et l'idée que, devant des réformes quasi permanentes, on en vient à un droit extrêmement instable, alors qu'au départ, la forme normative était supposée stabiliser le rapport de force, faire que le rapport de force échappe à une solution purement violente et soit réglé pour un temps par le droit. Les critiques, on les entend aussi du côté des philosophes, et je pense à Benoît Friedman, qui a analysé très finement la dissociation entre le politique et le juridique, en disant que la face politique d'un ordre institué et garanti par une autorité souveraine, c'est dissocié de la force logique d'un ensemble qui serait ordonné et complet, d'un ensemble qui serait cohérent. Et sur ce point, d'ailleurs, il rejoint la critique de Carlo Sotis sur l'incohérence, la règle ou le règne, on pourrait dire aussi, de l'incohérence, un tableau qu'il a établi en 2012 à propos plus particulièrement du droit pénal. Alors si on suit l'approche de Benoît Friedman, ça va très loin parce qu'il en vient à dire il faut maintenant s'habituer à penser le droit global sans référence à l'ordre juridique. Il faut abandonner la notion d'ordre juridique quand on pense le droit global. Et il ajoute que ce droit global est d'autant plus difficile à penser que ça n'est pas un état d'anomie, d'absence de normes, mais au contraire un état de panomie, tout est devenu norme, il y a des normes qui sortent de partout, et il y a des personnes qui s'improvisent législateurs, non seulement au niveau des États, mais au niveau des entreprises, et un peu partout aussi. Alors, plutôt que de conclure sur un échec, je pense qu'il faut ouvrir une deuxième hypothèse, et c'est celle-là que je voudrais discuter avec vous et devant vous. C'est l'hypothèse que nous serions dans une période de transition, c'est-à-dire dans une période où l'ancien modèle est ébranlé. L'ancien modèle, c'est lorsque le droit est identifié à l'État, et à ce moment-là, le droit international est un droit interétatique. Seuls les États sont sujets de droit international, donc un droit identifié à l'État. Or, cet État est affaibli dans sa souveraineté. Il est concurrencé dans son monopole par les acteurs non étatiques qui surgissent un peu de partout. Donc l'ancien modèle n'est plus opérationnel en quelque sorte pour penser une partie des problèmes actuels. Mais le nouveau modèle émerge à peine, et j'emploierai pour désigner ce nouveau modèle le terme de virtuel. C'est un ordre juridique virtuel. Virtuel, ça veut dire un événement qui n'est pas impossible, mais qui est imprévisible. Le virtuel, c'est quelque chose qui est possible, mais qui est imprévisible et qui ne se produira qu'à certaines conditions. Donc, au fond, c'est une hypothèse de travail que je vous livre. Tous ces désordres que nous observons, ils sont une déformation de l'ordre existant, mais c'est peut-être la première phase d'une transformation, d'une métamorphose au sens propre. C'est peut-être quelque chose de nouveau qui s'annonce à l'horizon. Et au fond, ce que nous pouvons faire comme juristes,
c'est d'essayer d'imaginer les conditions de cette métamorphose. Que faut-il faire et comment faut-il concevoir l'ordre juridique si on essaye de le transformer pour l'adapter à un monde qui a beaucoup changé. Alors, les conditions de cette métamorphose, j'ai proposé de les voir en 3 temps, ou en 3 séquences plutôt, parce que c'est simultané en réalité. Comment passer de la fragmentation des normes à leur harmonisation? Autrement dit, comment passer d'un ordre juridique relativement simple, celui du droit national, à un ordre plus complexe? Et puis, deuxième séquence, deuxième transformation, comment aller de la dilution des responsabilités à une redistribution vers un ordre que j'appellerais co-responsable? Enfin, troisième question, comment passer de l'instabilité à l'anticipation, c'est-à-dire vers un ordre qui inclut en quelque sorte la stabilité, mais devient un ordre évolutif. Alors c'est le plan que je vais suivre et je pense qu'il correspond à ce que vous avez dans la version anglaise qui s'affiche derrière moi. Alors, première question, est-ce qu'on peut passer de la fragmentation à l'harmonisation et aller vers un ordre complexe? Et à ce moment-là, comment faire? Je dirais d'abord que la fragmentation des normes pose des problèmes pour 2 raisons. D'abord parce que quand les normes sont fragmentées, il y a une certaine impuissance des contrôles. Et en même temps, quand elles sont fragmentées, il y a un relativisme des valeurs, alors que nous affichons un désir d'universalisme. Alors d'abord, l'impuissance, elle est évidente quand les pratiques se globalisent, alors que le droit reste pour l'essentiel statique, national. Par exemple, j'ai parlé à plusieurs reprises déjà de terrorisme. Le terrorisme devient global. Les attentats du 11 septembre étaient lancés de l'étranger par des personnes appartenant à des nationalités différentes et contre des victimes de toute nationalité, et en utilisant tous les moyens des nouvelles technologies pour correspondre. Et c'est un peu ce qu'on retrouve avec les attentats de Daesh. Or, la réponse a d'abord une réponse nationale. Les États-Unis sont déclarés en état de guerre, la France s'est déclarée en état d'urgence. Et puis, au fur et à mesure, on découvre qu'on ne peut rien faire tout seul et qu'on ne peut pas vraiment lutter contre ce type de terrorisme à partir d'un seul État. On peut faire la même remarque dans un autre domaine qui est les finances. Les marchés financiers sont globalisés et du coup, les régulateurs sont complètement débordés, incapables de contrôler les opérations dès lors que les frontières ne bloquent plus les transactions. Même phénomène pour les droits sociaux. Les droits sociaux sont restés au niveau national alors que le droit du commerce et des investissements est devenu international. Alors les États sont supposés protéger les droits sociaux, mais comme ils doivent être compétitifs sur le grand marché des droits qui est ouvert par la globalisation du commerce et des investissements, mais les États sont désarmés, n'ont plus les moyens d'assurer pleinement les droits sociaux, et même à l'échelon d'une région comme l'Union européenne, le problème est posé. Alors ça, c'est l'inconvénient du point de vue de l'impuissance, mais la fragmentation, c'est aussi le relativisme des valeurs. On avait cru, en 1948, qu'il suffisait d'afficher une déclaration universelle des droits de l'homme pour affirmer l'universalisme des valeurs droits de l'homme. Mais comme à l'époque, on n'a pas créé de Cour mondiale des droits de l'homme, et elle n'est pas apparue depuis, eh bien, les droits de l'homme restent éclatés dans leur application, même des droits indérogeables, comme l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, ne sont pas universellement respectés. Même des crimes supranationaux comme le crime contre l'humanité n'est pas universellement reconnu. Alors la question que je vous pose, et je voudrais qu'on discute ensuite ensemble, c'est comment éviter cette fragmentation sans pour autant renoncer au pluralisme. Car il ne faut pas oublier que nous avons bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais nous avons aussi la Convention de l'UNESCO adoptée à partir d'une
déclaration en 2001, en novembre 2001, donc juste après les attentats du 11 septembre. Cette déclaration proclame la diversité des cultures et des religions comme patrimoine commun de l'humanité. Donc nous avons deux textes internationaux, un qui dit les droits de l'homme sont universels, un autre qui dit attention, le pluralisme est patrimoine commun de l'humanité, il faut donc respecter la diversité des cultures et des religions. Ce qui veut dire que lutter contre la fragmentation, ça n'est pas aller vers l'unification des systèmes juridiques, vers un ordre mondial qui serait homogène et unifié, c'est aller vers un ordre universel pluriel. Autrement dit, c'est mettre en place des processus d'harmonisation, de rapprochement. On rapproche les cultures, on rapproche les systèmes de droit sans pour autant les confondre en un système parfaitement unifié qui serait un système unique. Donc pour le juriste, c'est une sorte de défi puisqu'il faut avoir des principes suffisamment communs pour avoir vocation universelle, mais il faut des principes suffisamment flous pour intégrer le contexte national et par conséquent pour faire ce qu'on peut appeler la contextualisation de la norme juridique. Alors pour arriver à ce résultat, on peut faire un premier inventaire, il est très incomplet mais il donne quelques pistes de réflexion, des techniques juridiques et des logiques juridiques qui permettent ce processus de contextualisation, c'est-à-dire d'harmonisation qui en même temps rapproche mais admet les différences. J'indique au passage que la décennie 2012-2022, donc la décennie qui vient de commencer, a été déclarée par l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO comme décennie du rapprochement des cultures et des religions. Décennie du rapprochement, ce n'est pas la décennie de l'unification, c'est la décennie du rapprochement. Alors quelles sont les techniques juridiques qui peuvent aider à faire ce rapprochement qui n'est pas l'unification, mais qui maintient le contexte national présent, tout en harmonisant les différents contextes nationaux. La technique que nous connaissons le mieux, en tout cas en Europe, c'est la technique de la marge nationale d'appréciation. C'est intéressant parce que c'est au nom de cette marge nationale que la Cour européenne des droits de l'homme applique les droits qui sont inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme de façon pas totalement uniforme, mais de façon harmonisée. Et c'est un exemple de ce que j'ai appelé dans une série de livres qui correspondait à mes cours au Collège de France, les forces imaginantes du droit. Parce que la Cour européenne est partie du caractère subsidiaire du mécanisme de garantie collective de la Convention des droits de l'homme pour renoncer à appliquer de façon uniforme certaines clauses. Les clauses qui sont limitées par la formule « les restrictions nécessaires à une société démocratique ». C'est par exemple la liberté d'expression qui est protégée, mais sous réserve des restrictions nécessaires dans une société démocratique. Alors la Cour fait le raisonnement suivant. Les restrictions nécessaires, c'est une question d'ordre public. Donc en principe, les États sont mieux placés que le juge européen pour les apprécier. C'est pourquoi elle reconnaît qu'il y a une marge nationale d'appréciation. C'est d'abord au niveau national qu'il faut apprécier si telle ou telle restriction à la liberté d'expression est nécessaire ou pas à la société démocratique. Mais, et c'est la difficulté du raisonnement juridique de la Cour, et en même temps c'est son utilité, elle maintient un contrôle. Si la marge va trop loin, si les États vont trop loin dans les atteintes à la liberté d'expression, eh bien, la Cour va censurer l'État concerné en considérant qu'il a, par exemple, utilisé les restrictions de façon disproportionnée ou sans support législatif. Alors c'est intéressant parce que cette marge nationale suppose ensuite un seuil de compatibilité. Au-delà d'un certain seuil, la violation de la liberté d'expression, pour rester sur le même exemple, sera contraire à la Convention des droits de l'homme.
mais il est possible pour différents États européens d'adopter des restrictions différentes d'un cas à l'autre. Et alors, ce qui est intéressant dans ce raisonnement, c'est que ça permet d'avoir une marge qui elle-même varie selon les circonstances et varie selon l'évolution des droits nationaux. Et par exemple, toujours pour rester sur la liberté d'expression, les questions de négationnisme que Mme Fronza a particulièrement étudiées ont été jugées de façon assez large par la Cour européenne qui admet cette marge nationale d'appréciation pour admettre certaines poursuites du négationnisme. De même, pour ce qui concerne la liberté d'expression sur Internet, avec les nouvelles technologies numériques, eh bien, la Cour a établi le fait que l'utilisation d'Internet était plus dangereuse que l'utilisation de la presse traditionnelle, parce qu'il est facile d'allumer un incendie, ce sont les mots des juges européens, allumer un incendie sur Internet est facile, mais il est très difficile d'éteindre l'incendie. Donc il faut être plus exigeant sur le devoir de vérification des données qui sont lancées par Internet que des données lancées par la presse écrite. Alors ça, cet exemple de la marge nationale d'appréciation est important pour nous parce qu'il permet de comprendre comment on peut rapprocher les normes nationales tout en leur laissant un espace, une sorte de droit à la différence, je dirais. Il y a d'autres techniques juridiques qui sont moins connues mais qui aboutissent au même résultat. En matière de corruption internationale, l'OCDE a prévu une équivalence fonctionnelle, c'est-à-dire que ce qui doit être réprimé, c'est l'acte de corruption active de fonctionnaires internationaux, mais la manière de réprimer cet acte de corruption peut être variable d'un État à l'autre. On peut admettre une sanction pénale, ou on peut admettre une sanction administrative, ou encore une sanction civile. Donc il n'y a pas d'unification, mais il y a un rapprochement, il y a une harmonisation, et certaines sanctions seront considérées comme équivalentes. Mais il y a un dernier exemple que je voudrais vous donner sur ce terrain des techniques juridiques d'harmonisation, parce qu'il vient d'être tout récemment illustré par l'accord de Paris, c'est l'exemple du changement climatique. En matière de changement climatique, les premiers textes internationaux, à partir de 1992, la conférence de Rio sur le sommet de la Terre, puis le protocole de Tokyo, avaient posé le principe des responsabilités des États communes, mais différenciées. Et beaucoup de commentateurs ont dit qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est commun, c'est pas différencié. Si c'est différencié, c'est pas commun. En réalité, c'était exactement la même idée que la marge nationale d'appréciation, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui doivent être communs, mais la mise en œuvre de ces objectifs peut varier d'un pays à l'autre. Et c'est un peu le contenu des 29 articles de l'accord de Paris de mettre en musique, en quelque sorte, cette formule des responsabilités communes mais différenciées. Les objectifs sont communs. Alors vous savez qu'à Paris, on est arrivé à un objectif d'un réchauffement qui ne soit pas supérieur à 2 puis 1,5 degrés de chaleur supplémentaire. On s'est mis d'accord aussi sur l'objectif des dispositions alternatives, des ressources d'énergie alternatives pour faire face au risque de changement climatique, au risque du dérèglement climatique. Et en ce sens, on peut dire que l'accord de Paris est un accord flou parce que dans la mise en œuvre des principes communs, l'accord de Paris a maintenu l'idée de différenciation d'un État à l'autre. C'est-à-dire que certains États pourront invoquer le contexte économique national ou le contexte géographique. Le contexte économique, c'est le problème des différents degrés de développement. Il y a les pays industrialisés, il y a les pays émergents, il y a les pays en développement. Mais il y a aussi un contexte géographique, il y a le problème dans les îles qui sont particulièrement menacées par le réchauffement climatique. Donc la contextualisation d'un principe commun est de façon très remarquable dans l'accord de Paris précisée par rapport à ces critères, contexte économique, contexte
géographique, contexte social parfois. On a donc un mécanisme extrêmement complexe, mais sans doute intéressant au stade actuel. Et comme je disais dans notre conversation à déjeuner, le système de l'accord de Paris, c'est pas exactement ce qu'on appelle soft law en anglais, parce que le mot soft en anglais, en traduction, je pense en italien comme en français, il y a 3 mots pour traduire soft. Il y a le flou, c'est-à-dire la norme imprécise. Il y a le mou, c'est-à-dire la norme facultative. Et il y a le doux, c'est-à-dire la norme qui n'est pas sanctionnée. Or, l'accord de Paris est flou parce qu'on a maintenu une imprécision qui permet la différenciation au niveau national. Mais l'accord de Paris n'est pas mou parce qu'il sera obligatoire pour les pays qui auront adhéré à cet accord, qui auront ratifié ou exprimé leur adhésion à cet accord. Pour ces pays-là, il sera obligatoire, donc il n'est pas mou. En revanche, il est doux, si on peut dire, dans la mesure où il ne prévoit pas de sanctions internationales. Donc c'est très difficile de dire si l'accord est contraignant ou pas. Il est contraignant par certains côtés, mais pas par d'autres. Il est flou, il est doux, mais il n'est pas mou. C'est un exemple donc de ces techniques juridiques qui vont vers l'harmonisation. Mais alors ces techniques juridiques posent aussi un problème de logique juridique, parce que ce qui va être la clé de ce droit nouveau qui se met en place, de cet ordre juridique nouveau qui se met en place, c'est l'absence d'arbitraire, c'est la manière de contrôler les accords internationaux quand ils ne sont pas parfaitement rigides. Et le contrôle, et ça c'est un point qu'il faut bien comprendre, le contrôle est la clé du processus d'harmonisation. Alors, le fait de passer d'un droit dur, dans les 3 sens que j'ai exprimés, à un droit plus flou, plus doux ou plus mou, c'est qu'il y a un transfert de pouvoir au récepteur de la norme. Quand le récepteur de la norme floue, par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, pour les droits de l'homme européens, quand le récepteur interprète la norme floue et quand il détermine l'ampleur de la marge d'appréciation, il ne faut pas qu'il agisse de façon arbitraire. Il faut éviter l'arbitraire parce que le récepteur de la norme a un pouvoir énorme d'appréciation. Et pour éviter l'arbitraire, on ne doit pas renoncer à tout formalisme, mais on ne peut plus utiliser la vieille logique aristotélicienne, la logique binaire, qui consiste à dire tout ce qui n'est pas conforme à la norme internationale serait contraire. En réalité, il y a toute une gradation. La norme nationale est plus ou moins proche de la norme internationale. Donc on entre dans un formalisme que les Anglais appellent fuzzy logic, c'est-à-dire la logique des ensembles flous, une logique de gradation qui fait qu'un droit national est plus ou moins proche de la norme de référence, plus ou moins proche de la norme internationale, et à ce moment-là, il faut que le récepteur de cette norme floue indique ses critères. Il faut qu'il indique les critères de proximité et il faut qu'il indique les critères selon lesquels il va fixer le seuil de compatibilité à un niveau lui-même variable. Alors, cela implique non pas moins de rigueur, mais plus de rigueur. Pour appliquer la norme floue, il faut que le juge, si c'est un juge, ou l'autorité internationale, si c'est une simple autorité, remplisse 2 conditions. D'une part, une condition de transparence. Il faut indiquer dans la motivation les critères qui déterminent l'ampleur de la marge d'appréciation et le niveau du seuil de compatibilité. Par exemple, la Cour européenne parle des circonstances, des demandes, du contexte. Elle parle de la convergence ou de la divergence des droits nationaux comme des critères permettant la contextualisation de la norme. Mais il y a une deuxième condition, c'est que le juge ou l'autorité en question doit être rigoureux dans sa mise en œuvre. Les critères doivent être les mêmes dans une affaire comme dans une autre, ils doivent être appliqués avec la même pondération.
Donc je dirais que le flou n'est pas synonyme d'une absence de logique, mais au contraire, c'est un appel à renforcer le cadre logique, et c'est la condition nécessaire pour que la fragmentation ne conduise pas à la renationalisation des normes internationales, mais permette une harmonisation, sans pour autant aller jusqu'à l'unification. On a donc une métamorphose de l'ordre juridique à travers ces techniques et à travers ces logiques qui sont au fond une manière de faire entrer l'ordre juridique dans les systèmes complexes et pas seulement dans les systèmes simples et construits sur une hiérarchie des normes. Mais le résultat risque d'être, je dirais, une déresponsabilisation des acteurs. Et ça m'amène à la deuxième question. Comment passer de la dilution des responsabilités à la redistribution? C'est-à-dire comment aller vers un ordre mondial qui serait co-responsable. Quand j'emploie cette expression, un ordre mondial co-responsable, au fond, j'ai à l'idée un principe qui pourrait paraître simple quand on le présente et qui en réalité est très difficile à atteindre. Ce serait l'idée selon laquelle la détention d'un pouvoir d'échelle globale, que ce soit un pouvoir politique, économique, scientifique, médiatique, religieux ou même culturel, la détention d'un tel pouvoir entraîne une responsabilité globale. Ça paraît simple, énoncé ainsi. En réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. À l'échelle globale, il y a une diversification des acteurs qui entraîne une dilution de la responsabilité. Parce qu'à l'échelle globale, il n'y a pas seulement les États et les organisations interétatiques, régionales par exemple, ou internationales plus largement. Il y a aussi les acteurs non étatiques, et notamment les entreprises transnationales. On pourrait ajouter les acteurs civiques, les citoyens, et même les experts scientifiques, mais je m'en tiendrai aux trois grandes catégories, les États, les entreprises transnationales et les acteurs civiques. Alors, quant aux États, leur responsabilité doit être comprise de différentes manières. Depuis longtemps, le droit international admet une responsabilité interétatique. Un État peut mettre en cause un autre État devant la Cour internationale de justice. Le problème, c'est que cette Cour internationale de justice n'a pas une compétence obligatoire. Elle ne peut être saisie que si les États veulent bien la saisir. En fait, elle fonctionne comme un organe d'arbitrage. Donc c'est une responsabilité possible pour l'État. Il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles la responsabilité de tel ou tel État a été reconnue, mais c'est une responsabilité qui se fait dans une relation bilatérale et qui n'est pas obligatoire. En revanche, il y a deux nouveautés qui ont élargi la sphère de la responsabilité des États. Ce qui se passe en matière de droits de l'homme, dans les régions comme l'Europe, mais aussi l'Amérique ou l'Afrique, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc les pays qui admettent qu'un État puisse être condamné pour violation des droits de l'homme sur la requête d'une victime de la violation. Ça, c'est une véritable révolution qui a été accomplie, non pas par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais par les conventions régionales que j'ai évoquées, conventions européennes, conventions américaines, conventions africaines. C'est donc une mise en responsabilité de l'État lui-même, et là, c'est une compétence beaucoup plus large que la Cour internationale de justice, mais beaucoup plus large quant à sa force contraignante. Et puis, il y a la responsabilité pénale des chefs d'État. Alors ça, c'est plus théorique que pratique, mais ça commence à entrer dans la pratique à travers les juridictions pénales internationales. On a jugé à Nuremberg pour crimes contre l'humanité un chef d'État.
depuis la Cour pénale internationale créée en 1998 et entrée en fonction en 2002, il y a également la possibilité de juger même des chefs d'État en exercice, puisque l'immunité, donc l'impunité, est levée en théorie. En pratique, on sait que cela n'a pas permis d'aller très loin dans les progrès en matière de crimes contre l'humanité, mais en théorie, il y a une compétence qui permet de mettre en cause la responsabilité d'un chef d'État, fût-il en exercice. Et puis il y a d'autres domaines, comme le droit du commerce, avec le rôle de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, qui permet des mesures qui sont en fait des sortes de sanctions. Il y a le domaine du droit des investissements, avec l'arbitrage de plus en plus généralisé. Il y a différents domaines dans lesquels la responsabilité de l'État peut être mise en cause assez largement. En revanche, quant aux entreprises transnationales, la situation est beaucoup plus problématique encore, parce que ces entreprises ont un pouvoir considérable, elles ont des budgets qui dépassent le budget d'un certain nombre d'États, elles ont un pouvoir économique extrêmement important, elles ont un pouvoir d'élaboration des normes, elles ont élaboré leurs propres droits à travers la Lex Mercatoria, mais en même temps, elles ne sont pas sujets de droit international. Et il y a même ce paradoxe dans le droit des investissements, qu'un investisseur privé peut mettre en cause un État devant l'organe d'arbitrage, mais que l'entreprise, elle, ne peut pas être mise en cause par l'État, même si elle viole, par exemple, les droits de l'homme du pays où elle s'implante. Donc il y a une sorte de dissymétrie entre le pouvoir exercé par les entreprises transnationales et l'impossibilité de les mettre en cause. Une entreprise peut se plaindre devant la Cour européenne des droits de l'homme de la violation de ses droits, par exemple droit à un procès équitable, mais une entreprise ne peut pas être mise en cause si elle-même viole tel ou tel droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises? En réalité, la mise en cause se fait d'abord à travers l'autorégulation. Il y a toute une série de dispositifs qui se sont mis en place depuis quelques années, qui sont des mécanismes multilatéraux, mais d'autorégulation, tantôt privés, les codes de conduite, tantôt mixtes, comme le Global Compact, qui a été créé en 2000 par le secrétaire général de l'ONU, à la fois par les organisations de l'ONU et par les entreprises transnationales, et puis tantôt des principes qui sont d'origine publique, comme les principes directeurs de l'OCDE ou les principes de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à l'intention des entreprises transnationales, mais qui sont des simples recommandations sans système de sanctions. Et pourtant, progressivement, on voit qu'il y a une nouvelle répartition des compétences qui permet de mettre en cause indirectement la responsabilité de l'entreprise. Pendant longtemps, on avait le sentiment qu'il y avait une irresponsabilité illimitée. Maintenant, on découvre que l'entreprise peut être mise en cause, non pas devant le juge international, qui n'a pas de compétence, mais devant le juge national. Et là, il y a un début d'évolution qui est lent, parce que le juge national, c'est quel juge? Est-ce que c'est le juge du pays d'origine de l'entreprise ou est-ce que c'est le juge du pays d'implantation? Je dirais que le pays d'origine craint de perdre sa compétitivité s'il se met à juger les comportements des entreprises à l'étranger, mais le juge du pays d'implantation a rarement les moyens de poursuivre une grande entreprise transnationale, et quand il a les moyens, il ne le fait pas toujours parce qu'il craint d'éloigner les investisseurs. Alors, dans la pratique, ce qui est devenu un peu l'instrument de responsabilisation des entreprises transnationales à l'échelle mondiale, c'est le droit américain, le droit des États-Unis. Mais seulement dans les domaines où il accepte, où il promeut parfois, le principe de compétence universelle. Or ça, il le fait dans deux domaines très différents, et c'est assez curieux la manière dont les choses ont évolué dans ces deux domaines. Dans le domaine des droits de l'homme, les avocats américains
ont redécouvert dans les années 80 un vieux texte qui s'appelle l'Alien Tort Statute, qui avait été adopté en 1789. Les États-Unis venaient de déclarer leur indépendance et ils voulaient convaincre les États étrangers de leur bonne volonté à participer à l'ordre mondial. Alors ce texte de 1789 affirme la compétence des juridictions fédérales américaines pour accorder une sanction qui est de droit civil mais en même temps punitive, la notion de punitive damages qui est un peu entre le droit civil et le droit pénal, à toute personne qui aurait violé le droit international, la law of nations, le droit des gens, même si cette violation a lieu à l'étranger contre des étrangers. Ça, c'est le texte de 1789. À l'époque, les États-Unis voulaient affirmer à la communauté mondiale internationale qu'ils ne seraient pas les refuges des grands ennemis du genre humain. L'idée, c'était, nous jugerons, même s'ils se réfugient chez nous, les enemies of mankind. Et qui étaient les ennemis du genre humain en 1789 ? C'était notamment les pirates des mers, les pirates en haute mer. Alors, quand on a transposé le texte 200 ans plus tard, eh bien, implicitement, les juridictions américaines se posent la question, qui est le pirate au XXIe siècle ? Et on a commencé à juger les violations les plus graves des droits de l'homme, comme le travail forcé ou le travail des enfants ou la torture. Les premières affaires ont été jugées à propos de torture par les dictatures d'Amérique latine, mais on a commencé à transposer aux multinationales cette jurisprudence à partir la fin des années 90. Et la Cour suprême des États-Unis a accepté cette extension aux entreprises transnationales. Donc on avait là un outil qui pouvait sembler un outil de régulation possible. Mais il y a eu un recul de la Cour suprême en 2013. C'est pas très ancien, une affaire Kiobel, où la Cour suprême a rejeté l'action des victimes alors qu'il s'agissait de faits assez graves d'une entreprise pétrolière qui, au Nigeria, avait été complice d'une répression extrêmement violente de manifestants qui manifestaient eux-mêmes contre les dégâts à l'environnement causés par l'exploitation pétrolière. Et dans cette affaire qui était grave en termes de droits de l'homme, la Cour s'est montrée très respectueuse du principe de territorialité de la loi en disant quelque chose comme « le droit américain s'applique domestically », il s'applique uniquement aux États-Unis et il ne régit pas le monde, « does not rule the world ». Donc des principes très classiques et très rigoureux en matière de droits de l'homme. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'au même moment, un peu avant déjà, on a vu se multiplier les textes juridiques permettant l'extraterritorialité du droit américain en matière économique et financière. Donc en matière de droits de l'homme, pas d'extraterritorialité, mais en matière économique et financière, quand les intérêts américains sont en jeu, au contraire, la loi américaine devient hégémonique. Alors on le constate avec la loi sur la corruption transfrontière, on le constate, on a beaucoup parlé ces dernières années à propos des lois d'embargo. Embargo avec le commerce, soit avec l'Iran, soit avec Cuba et d'autres pays. La violation de la loi d'embargo par une entreprise étrangère agissant à l'étranger et faisant des victimes étrangères a été sanctionnée aux États-Unis à partir du moment où cette entreprise utilisait les services ou la monnaie américaine dans ses transactions. Et je ne sais pas si vous avez suivi en Italie en 2014 la condamnation de la banque BNP Paribas à une amende record de 8 milliards de dollars à la suite de la violation d'un embargo américain sur le commerce aux États-Unis. Il y a aussi les lois en matière de comptabilité des multinationales. Donc à l'heure actuelle, en ce qui concerne les entreprises transnationales, il y a un droit commun mondial, mais c'est un droit commun hégémonique et, je dirais, sélectif, qui fonctionne mieux en matière économique et financière qu'en matière de droits de l'homme. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la situation est peu satisfaisante. Quant à la responsabilité des transnationales, en réalité, il faudrait soit un texte
qui créent ou qui élargissent la compétence des juridictions internationales. On pourrait imaginer que la Cour pénale internationale a une compétence élargie. On pourrait aussi donner compétence à une juridiction ad hoc, ou bien alors renforcer le rôle du droit national, mais de façon beaucoup plus structurée, que ce ne soit pas un seul État qui soit le juge à l'échelle mondiale. De toute façon, je dirais que la situation étant aussi peu satisfaisante qu'il s'agisse des États ou a fortiori des entreprises, il faut réfléchir déjà sur les acteurs civiques, sur le rôle des citoyens. En réalité, ce qui serait souhaitable, nous avons, vous le savez, une citoyenneté européenne avec le traité européen pour l'Union européenne. Il faudrait imaginer une citoyenneté du monde et il faudrait imaginer un statut pour le citoyen du monde. Il y a déjà, petit à petit, on pourrait dire l'esquisse d'une citoyenneté mondiale qui se dessine à travers le statut des lanceurs d'alerte, qui se dessine à travers peut-être un futur droit de pétition. On pourrait imaginer une initiative citoyenne qui n'existe pas dans les textes, mais qui commence à se mettre en place. Il y a à l'heure actuelle un ensemble d'organisations non gouvernementales qui se sont réunies, notamment à Paris ces dernières semaines, pour proposer la création d'un crime universel d'écocide en cas d'atteinte à l'équilibre de l'écosystème, à l'équilibre du système planétaire, une sorte de crime contre la sûreté de la planète, si vous voulez. Et là, l'initiative n'a pas été prise par des États, mais elle a été prise par de simples citoyens. Par d'autres biais, par exemple par la notion d'amicus curiae, on voit apparaître aussi de plus en plus dans des affaires internationales la présence des acteurs civiques. Donc, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place et qui est facilité, je pense, par les nouvelles technologies et notamment par la possibilité de communiquer par Internet. Mais toutes ces actions que j'ai énumérées pour créer une co-responsabilité sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles sont sans doute insuffisantes face à la dernière métamorphose que je vais maintenant évoquer rapidement. Je ne sais pas où j'en suis pour le temps, j'ai encore quelques minutes. La dernière métamorphose, c'est comment passer de l'instabilité à l'anticipation, c'est-à-dire comment se diriger vers un ordre juridique qui serait un ordre évolutif. Là encore, la tradition ne permet pas de donner une réponse aux problèmes actuels. Dans la tradition, l'ordre juridique se rêve, se voit, se conçoit comme un ordre juridique stable. Et nous avons tous à l'esprit la métaphore de la pyramide des normes. La pyramide, c'est quelque chose de statique, de hiérarchique, de stable. Mais à l'heure actuelle, l'ordre juridique est déstabilisé. Et d'ailleurs, on commence à utiliser davantage les métaphores comme la source, qui est déjà moins stable que la pyramide ou les piliers ou les socles qui sont traditionnellement utilisés. L'ordre juridique, il est déstabilisé par la globalisation. La globalisation des flux financiers, par exemple, la globalisation des risques environnementaux, par exemple, et la globalisation des crimes, comme le terrorisme que j'ai évoqué à plusieurs reprises. En fait, cette globalisation, elle ne joue pas seulement dans l'espace, elle met en cause la stabilité dans le temps et elle oblige à introduire dans le champ juridique, dans l'ordre juridique, la dynamique dont parlait tout à l'heure le doyen dans son intervention. Il faut introduire une sorte de dynamique, y compris pour anticiper, c'est-à-dire pour introduire une intervention du droit avant que le risque soit réalisé, avant que le dommage soit commis, avant que le crime soit déjà intervenu. Autrement dit, l'anticipation, c'est faire intervenir le droit avant et c'est donc faire intervenir le droit de façon dynamique. Alors, on ne se contente pas de punir ou de réparer le dommage après coup, mais il faut prévenir le dommage
Et on passe progressivement, on va de plus en plus loin dans la prévention. On va de la prévention à la précaution. C'est le principe de précaution qui est entré dans le droit de l'environnement d'abord et dans les autres droits ensuite. On va de la précaution à la prédiction, et c'est la notion de justice prédictive qu'on commence à découvrir en matière notamment de terrorisme. Alors quelques mots sur ces deux axes. De la prévention à la précaution, le risque environnemental est pris en considération par l'ordre juridique de plus en plus tôt. L'élément qui permet de mesurer cet effet d'anticipation, c'est l'expression génération future. Génération future, ça veut dire qu'il faut faire entrer l'avenir, les générations que nous ne connaissons pas encore. Ce n'est pas celles qui nous suivent qui sont déjà là, mais les générations plus lointaines à venir. Il faut introduire donc l'ordre juridique dans la chaîne entre les générations actuelles et les générations futures. Et ça pose quelques problèmes parce que ça suppose qu'on ait des moyens d'apprécier un risque qui est non seulement incertain, mais dont on ne sait même pas s'il va se produire, un risque de risque. Et ça veut dire qu'on a besoin de critères scientifiques. Alors en matière de climat, par exemple, vous savez que le GIEC, le groupement intergouvernemental en matière de climat, a joué un rôle majeur. C'est le rapport du GIEC de 2015 qui a déclenché toute cette proximité de l'accord de Paris. Les critères scientifiques, ce sont des critères de gravité des risques. La probabilité, l'importance, la vraisemblance, mais ce sont aussi, et ça c'est nouveau dans le champ juridique, des critères de fiabilité des preuves. Pas les preuves juridiques, mais les preuves scientifiques. Un risque ne sera pris en compte que s'il y a fiabilité de la preuve scientifique, c'est-à-dire qualité de la preuve et aussi cohérence de la preuve. En matière de climat, il y a eu pendant longtemps des controverses violentes qui commencent à s'apaiser un peu maintenant. Il y avait les pessimistes et les optimistes qui n'étaient pas du tout d'accord parmi les scientifiques. Maintenant, il y a un accord et on a pu progresser. Mais le problème, quand on raisonne en termes d'anticipation et quand on prévoit les risques, quand on essaye de prévenir le risque à venir au nom du principe de précaution, c'est savoir jusqu'où on va. Est-ce qu'on va vers une sorte de responsabilité illimitée? C'est sans doute excessif parce qu'il ne faut pas oublier que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro, c'est la mort. Tant qu'on est vivant, on court des risques. Et il faut donc arriver à savoir quel est le risque qu'on peut tolérer en termes d'acceptabilité juridique du risque. Et ce qui manque à l'heure actuelle, dans le domaine du climat comme dans les autres domaines de risque, ce sont des critères, non pas seulement de gravité, mais de tolérance. Quels sont les critères de tolérance au risque climatique? Alors c'est un peu la question à laquelle répond l'accord de Paris, quand il accepte l'argument économique, social ou géographique. Ça veut dire que on n'accepte pas la responsabilité illimitée quand il y a d'autres intérêts en cause. Et le même problème se retrouve à l'échelle des crimes, c'est-à-dire de l'anticipation sur les comportements humains. Et là, je dois dire qu'en droit interne, il y a eu un véritable tournant sécuritaire avec les attentats du 11 septembre, parce qu'on a vu le droit américain anticiper de plus en plus, sous prétexte de guerre contre le terrorisme. On a admis les assassinats ciblés, c'est-à-dire des exécutions extrajudiciaires, par anticipation, pas seulement l'exécution de personnes dont la culpabilité était démontrée, mais l'exécution de simples suspects. Et je dois dire que la France a suivi très vite les États-Unis, pas seulement en matière de terrorisme, mais plus largement face à la criminalité violente. On a introduit dans le droit français quelque chose qui est resté. Comme la loi n'est pas rétroactive, on n'en mesure pas encore tous les effets, mais c'est la dangerosité détachée de toute infraction, la possibilité de garder en prison pour une durée indéterminée une personne qui a été jugée pour crime et qui a déjà exécuté sa peine, mais qu'on garde par précaution. Et on la garde en prison parce qu'on prédit que si on la relâche, elle va récidiver.
Et tout récemment, face aux attentats terroristes du mois de janvier, nos dernières lois ont introduit ce que j'appelle une justice pénale prédictive, c'est-à-dire fondée, qui permet des mesures coercitives sur une simple prédiction d'une possible passage à l'acte, d'une possible criminalité. À l'échelle internationale, l'idée de précaution a été en quelque sorte entérinée. Au lendemain du 11 septembre, le Conseil de sécurité a déclaré que les attentats terroristes constituaient un acte d'agression, donc permettaient la légitime défense, la réaction américaine. Mais la légitime défense, ça a été l'ouverture de la guerre en Irak. Donc c'était une défense préventive, ont dit les Américains. Ce n'était pas limité à une réaction pure et simple, c'était la prévention qui allait très loin en l'occurrence. Et cette idée de prévention, elle a donc fait son entrée dans le droit international. Elle a aussi fait une entrée à travers la notion de protection des populations contre d'éventuels massacres. Et là encore, on l'a utilisé à propos de la Libye de façon qui allait au-delà de la prévention pure et simple. C'était véritablement de la précaution et une utilisation prédictive du principe. Alors, je dirais que à l'heure actuelle, c'est difficile de conclure sur ce thème de l'ordre juridique en émergence. Est-ce qu'il faut rester nostalgique d'un ordre juridique en partie mythique, qui était l'ancien ordre juridique, qui était un ordre simple, statique, cohérent, précis? Est-ce que le désordre actuel doit être considéré comme définitif, ou bien est-ce qu'au contraire c'est une incitation à relever le défi? Alors je dirais, et ce seront vraiment mes mots de conclusion, que le désordre actuel c'est à la fois les deux, c'est une chance et c'est un risque. C'est d'abord un risque parce que le plus probable peut-être soit l'avènement d'un grand marché mondial qui serait autorégulé par les financiers et les opérateurs économiques et assujetti aux plus grandes puissances, aux puissances les plus fortes. Et cela, ça peut nous conduire à un grand effondrement de la planète, parce que si on applique uniquement la logique économique, on risque les dérèglements climatiques au-delà des limites supportables par notre planète. Mais il y a un autre risque, c'est le risque de la peur, de bâtir maintenant des sociétés de la peur. C'est ce que nous constatons en France avec les derniers attentats terroristes, c'est que la peur peut finir par dresser les peuples les uns contre les autres, conduire vers la séparation, l'affrontement dans une guerre civile mondiale permanente. Et à ce moment-là, la peur peut aussi conduire les États à instituer des sociétés du contrôle permanent, des sociétés du grand enfermement. Ce n'est pas le grand effondrement, ce serait le grand enfermement dans une société de contrôle qui est possible avec les nouvelles technologies que nous connaissons en informatique notamment. Ça, c'est le risque. La chance, c'est peut-être de prendre appui sur ce qui est positif, notamment de prendre appui sur la mobilisation actuelle face à des problèmes mondiaux comme le dérèglement climatique. Il y a une mobilisation exceptionnelle des citoyens de partout dans le monde, de tous les pays du monde. Et cette mobilisation permet peut-être d'imaginer que nous sommes en train, à l'échelle mondiale, de concevoir et d'appliquer une politique mondiale qui serait une politique de protection des biens communs de l'humanité, une manière de contribuer à la métamorphose de ce désordre en un nouvel ordre juridique mondial qui serait harmonisé, qui serait responsable et qui serait évolutif. Et je dirais, pour terminer, que cet ordre mondial, il ne sera certainement pas parfait, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais qu'on peut le rêver comme préservant à la fois l'universalisme et le pluralisme. C'est l'expression que j'aime bien utiliser, un pluralisme ordonné, ou un ordre pluriel, ou un pluralisme ordonné. Vous choisirez vous-même. Merci.
Well, thank you so much. This was really, really challenging and extraordinarily rich, I think, presentation. There are so many highlights and views that relate not just to all subjects and areas of law, international law, human rights, comparative law, criminal law, but also more generally of what is the role of law in governing society. So I think that for everybody in this room, no matter what the background is, I think there have been plenty of ideas and prospect for reasoning. So I would now open the floor for questions, if there are any, and then at the end of this session of questions, we are going to give the diplomas to our students of the School of International Studies. So right now we're going to start with the questions. So if anybody of you is interested, you can raise and make a question in any language, and then possibly, if needed, we are going to make the translation. So the floor is open. Je vous remercie pour cette grande fresque que vous avez dessinée. Et j'ai une question par rapport, en vous écoutant, j'ai pensé à la faillite du nouvel ordre économique international. Et je me demandais si ce n'est pas un manque de valeurs commun qu'on a devant nous aujourd'hui, plutôt qu'un manque de techniques juridiques. Et si ce n'est pas les droits internationaux et européens qu'on a essayé d'exporter partout dans le monde, sans réellement rejoindre des valeurs communes, universelles, surtout du point de vue économique. Alors j'ai pensé, vous avez bien mentionné qu'il y a des exemples où on a des obligations différentielles, mais ce sont des exemples très rares. On a peut-être la Convention sur les cours d'eau, avec la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau internationaux, qui mentionne les besoins économiques et sociaux des États. Mais on n'a pas beaucoup d'exemples qui considèrent les besoins économiques différentiels des États. Alors je me demandais si c'est un manque de valeur. Oui, vous avez raison, ce n'est pas le droit à lui seul, ce n'est pas la technique juridique à elle seule qui intervient dans ces domaines, mais on le constate aussi beaucoup à propos du réchauffement climatique. Parce que, en fait, ce qui s'est mis en place ne peut être opérationnel que s'il y a une modification dans la manière de concevoir les valeurs économiques et la logique économique. Il y a une sorte de... On a parlé d'une schizophrénie des responsables politiques qui, d'un côté, affichent une sorte d'intérêt marqué pour la défense de la planète, la défense de l'environnement et en l'occurrence la défense du climat, mais qui en même temps pratiquent un système de concurrence extrêmement féroce entre États et admettent un système de concurrence extrêmement féroce entre les entreprises. Donc, d'un côté, on encourage la protection de la planète et de l'autre, on encourage des pratiques exactement contraires. Et certains ont été jusqu'à dire que ce n'est pas seulement une schizophrénie, c'est un véritable schisme de réalité. Et certains vont même jusqu'à remettre en cause, alors ça c'est du côté des philosophes, c'est Charles Arquin qui a dit, mais c'est la démocratie elle-même qui est incompatible avec, si elle est conçue comme une démocratie entre individus, soucieux chacun de son bien-être essentiellement matériel, à ce moment-là, il y a un conflit avec le désir affiché de protéger l'intérêt mondial de la planète. Donc c'est vrai que isoler, c'est un peu artificiel, d'isoler la partie juridique du contexte économique et économico-politique. En même temps, je crois que le droit ne peut pas tout, mais sans le droit, les choses sont encore plus difficiles à maîtriser. Donc, je crois que c'était important de faire ce rappel que tout ne se résume pas à des problèmes d'ordre ou de désordre juridique,
c'est peut-être un phénomène révélateur. Le droit sert de révélateur d'abord. Il est d'abord révélateur. Je dis quelquefois, le droit est d'abord révélateur. Il est parfois perturbateur. Il augmente les dérèglements, mais il peut parfois aussi être régulateur. Il faut lui donner les trois fonctions. Merci de m'avoir donné l'occasion de le rappeler. J'aurais seulement une petite question. La question est petite, mais probablement le problème n'est pas petit. Vous avez mentionné la fragmentation et que la fragmentation mène au relativisme en matière des droits de l'homme. Ma question est surtout à cause de l'absence d'une Cour mondiale des droits de l'homme. Selon vous, quels sont les obstacles qui s'interposent à l'institution d'une Cour mondiale, internationale des droits de l'homme? Nous avons une Cour européenne, une Cour sud-américaine, il y a une Commission africaine, mais il n'y en a pas à l'échelle mondiale. Quels sont les obstacles? Alors, il y a le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, mais qui n'a pas la puissance d'une véritable cour, qui essaye de se juridictionnaliser, mais qui n'a pas la puissance d'une véritable cour. Mais alors, quels sont les obstacles? Je crois que ce sont toujours les mêmes. Ce sont les grandes puissances qui n'en veulent pas. Les grandes puissances qui, d'ailleurs, n'ont pas admis le recours devant une cour régionale des droits de l'homme, soit parce qu'elle n'existe pas. Je pense à la Chine, il n'y a pas, pour l'Asie, de cour asiatique des droits de l'homme. Et il n'y a pas de projet, à ma connaissance, parce qu'il est clair que ça ne pourrait avoir de sens que si la Chine en faisait partie, de cette convention asiatique des droits de l'homme imaginaire. Et là, il n'est pas question à l'heure actuelle que la Chine accepte. Mais même quand la Cour existe, et je pense à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, eh bien, une grande puissance comme les États-Unis n'en accepte pas la compétence. Donc là, ça veut dire qu'on est ramené à ce qui est traditionnellement le plus important sur la scène internationale, c'est le rapport de force. Et le droit n'arrive à se glisser qu'entre les mailles d'un rapport de force extrêmement puissant. Alors c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la question du dérèglement climatique, pas seulement parce qu'il y a une actualité importante en ce moment, mais aussi parce que c'est peut-être un des domaines, malgré le problème économique qui est sous-jacent, c'est malgré tout peut-être un des domaines dans lequel la pression civique est la plus forte. Il y a une sorte de consensus des différents acteurs, alors à la fois les acteurs civiques, les organisations non gouvernementales, les citoyens, mais aussi les entreprises qui finalement préfèrent avoir un droit commun qu'un droit complètement fragmenté, éclaté, ce qui fait que les États eux-mêmes, même les plus puissants comme la Chine ou les États-Unis, sont entrés dans le processus. Alors, imaginez qu'ils commencent par les droits de l'homme. Ben non, les droits de l'homme sont déclarés universels depuis 1948, mais il n'y a pas eu d'avancée du tout. Mais peut-être que cette future gouvernance mondiale, dont on aurait besoin dans tous les domaines que j'ai énumérés, peut-être qu'elle peut se mettre en place sous forme d'une première esquisse, là où il y a un consensus. Et probablement, les droits de l'homme viendront plus tard. Si le mouvement, si la dynamique est suffisamment forte, on peut imaginer que les autres domaines viendront. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce qui se passe à travers le changement climatique, c'est probablement le domaine dans lequel les choses ne sont pas les plus faciles, mais les moins difficiles. L'impossible est un peu moins impossible en matière climatique que dans les autres domaines. Alors on dit parfois, on parlait de ça hier soir, il faut rêver l'impossible pour réaliser tout le possible. Mais c'est plus facile de rêver l'impossible à propos du climat que de rêver l'impossible à propos des droits de l'homme ou de la Cour pénale internationale ou des migrations ou même de crises financières. Merci.
Alors, en tout premier lieu, vraiment merci. J'ai eu les sentiments aujourd'hui de vivre un moment important, très important. C'est-à-dire, comme on sait, il y a des rites très importants dans notre monde et on appelle enfants comme ça, oui. Et aujourd'hui, vous nous avez donné vraiment un manifeste qui peut porter à dizaines de monographies, des études. C'est un manifeste programmatique, c'est une carte. C'est une nouvelle carte qui nous donne les repères. Alors, j'arrive directement à ce que je tiens de dire plus que les autres choses. C'est vrai qu'il y a un manque de valeur et que réfléchir sur les droits sans valeur, c'est compliqué. Mais c'est aussi vrai que les valeurs sont l'effet et le manque de valeur de la manque de repères. Et alors, on a besoin de repères et je trouve énormément de repères dans votre leçon, dans votre relation. Et en vous écoutant, par exemple, on voit que tous les manques de valeur dérivent pour des jets terminologiques et conceptuels qui nous donnent les manques de repères. Par exemple, l'anticipation et les rapports avec le temps. En vous écoutant, j'ai eu la perception de comprendre, ou de percevoir de comprendre, l'incroyable différence en termes d'intolérance de l'insécurité en matière de terrorisme, en matière d'ordre public, et une incroyable tolérance des risques financiers. On peut penser qu'on est dans un monde où il est légal, toléré, légitime, juste, les agences de rating, les subprimes, la cartularisation, je ne connais pas les termes en français, des risques énormes qu'on connaît bien les dommages. Et un autre repère, vous nous avez parlé de la dilution de la responsabilité. Alors, cette clé, la relation compliquée entre les pouvoirs qui se sont détachés des responsabilités, et c'est une clé, par exemple, sur laquelle j'étais en train de penser en tant que repère, juste du point de vue terminologique, parce qu'on pouvait en parler pour des journées de cette question, évidemment. Alors, responsabilité, en anglais, le concept terminologique a dilué aussi les termes en 3 sous-termes: liability, responsibility, accountability. En vous écoutant, j'étais en train de réfléchir sur le fait qu'il soit notre mot-clé de notre temps présent. Risque, il a eu l'effet divers, à l'opposé. Risque, c'est un mot en anglais risque, qui a pris un champ conceptuel très différent. Le champ de l'incertain et le champ du danger. Incertain, ce sont ce qu'on appelle les risques pas mesurables en termes statistiques. Les dangers qui ont une accession négative, c'est les conseils opposés. C'est les conseils des dangers qu'on peut, entre guillemets, mesurer en tant que probabilité. Aujourd'hui, on parle toujours de risques. Pas en droit, mais hors du droit. C'est toujours des risques, parce que les risques, on peut l'associer aux bénéfices. Et donc, ce n'est pas une question, c'est un remerciement. C'est un remerciement pour les repères que nous avez donnés avec cette relation. Donc, merci vraiment, madame. Merci. Merci, Carlo. Sur le premier point, le fait que la tolérance est beaucoup plus importante en matière de risques financiers que pour d'autres risques, je crois que vous avez tout à fait raison. On avait proposé au Parlement européen notamment, de créer un crime de mise sur le marché de produits financiers dangereux. Il y a une infraction pénale de mise sur le marché de produits dangereux pour la santé ou pour l'alimentation. Il pourrait y avoir une infraction, quand je dis un crime, une infraction pénale, de mise sur le marché financier de produits dangereux. Et ça n'a jamais été retenu. Et je pense que par symétrie, pour répondre à cette remarque, ce serait intéressant comme piste à explorer. Alors pour le risque, c'est vrai que le mot a des sens assez différents suivant qu'on l'utilise dans le langage juridique ou dans le langage courant. Et dans le langage juridique, on fera une distinction entre le risque et le crime intentionnel. Et dans le langage courant, on emploiera le même mot de risque, mais c'est pas par hasard. Les entreprises parlent du risque pénal. Le risque pénal devient un risque comme un autre qui entre dans des calculs de coûts et de bénéfices. Donc là, il y a toute une série d'instruments qu'il faudrait arriver à rendre plus opérationnels. Et je crois, ce que j'ai essayé d'expliquer aussi en utilisant l'expression d'anticipation ou d'harmonisation, c'est que ce qui est important, ce sont moins des concepts statiques,
que des processus dynamiques. Et ce qui est difficile, c'est que ces dynamiques se mettent en place. Ce qui serait souhaitable, c'est que les dynamiques se mettent en place à la même vitesse. Et en réalité, le problème, c'est souvent que les vitesses sont différentes. On a beaucoup plus vite intégré la norme commerce mondial que la norme droits sociaux mondiaux. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'instruments comme concept ou processus pour penser non seulement un droit statique ou un ordre juridique statique, mais un ordre dynamique et en pleine évolution lui-même. Donc je crois qu'il faut qu'on continue les échanges sur cette sorte de technologie juridique qui se met en place. Mi scuso di non padroneggiare ancora il francese, quindi chiederei a qualcuno di tradurre cortesemente. Sì, mi chiedevo se per la costruzione di un ordine giuridico mondiale possa essere considerato un valido step la creazione di un ordine federale europeo, quindi una sorta di Stati Uniti d'Europa, nel senso che mi chiedevo se questo fosse un acceleratore della costruzione di un ordine giuridico mondiale oppure andrà in un certo qual modo a costruire un ulteriore particolarismo di tipo giuridico che rischia di impedire invece questa costruzione, quindi passare di fatto ad una inibizione della creazione di un ordine giuridico mondiale. Grazie. Ou accélérer ou empêcher. Oui, je crois que j'avais compris d'ailleurs la question, mais je vérifiais auprès d'Emmanuela Franza. Oui, alors, est-ce que l'Europe peut accélérer ou ralentir? Je crois que la construction d'un ordre mondial. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que l'Europe, c'était un laboratoire. Je ne voyais pas l'Europe comme un exemple à suivre forcément, mais comme un laboratoire pour un futur ordre juridique mondial. Alors un laboratoire, pour moi, ça voulait dire un endroit où on fait déjà des essais, et sur les essais, on vérifie ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelquefois, un laboratoire est aussi intéressant parce qu'il n'a pas marché que parce qu'il a marché. Et à l'heure actuelle, pratiquement depuis la funeste date, je crois que c'était en 2005, quand la France a rejeté par référendum le traité constitutionnel européen, à partir de là, j'ai vu, et ce qu'on voit tous les jours ou presque, l'Europe se déconstruire un peu sous nos yeux, y compris sur le principe de solidarité, qui est un principe essentiel du droit européen. Alors, je ne sais même plus si c'est un laboratoire. Mais en tout cas, c'est un endroit où, à l'heure actuelle, il y a plus d'échecs que de réussites. Cela étant, il reste quand même une petite espérance. Là aussi, j'aime bien rechercher, comme vous savez, dans les tableaux de Vera da Silva, où c'est très sombre, mais il y a toujours quelque part une petite lueur, une petite espérance. Alors la petite espérance, c'est que l'Europe, malgré tout, quand vous la regardez de l'extérieur, quand vous n'êtes plus en Europe, par exemple, moi j'ai beaucoup voyagé avec la Chine ou l'Amérique latine, et quand je suis là, en Chine ou en Amérique latine, je regarde l'Europe, je me dis malgré tout, ça existe. Et c'est quand même quelque chose de positif. Donc nous avons l'impression que c'est plutôt négatif et ça nous conduirait plutôt à renvoyer à plus tard l'ordre juridique mondial. Mais quand vous regardez l'Europe d'ailleurs, au contraire, vous avez l'impression que c'est un encouragement parce que c'est vrai qu'en Europe, il n'y a plus de guerre depuis la construction de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'en Europe, on a résisté peut-être mieux qu'ailleurs aux tentations sécuritaires. La Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais lâché sur l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. À l'époque où aux États-Unis on commençait à légitimer certaines formes de torture, la Cour européenne des droits de l'homme a continué à refuser l'extradition et à rappeler le principe des droits indérogeables. Donc, moi je pense que l'Europe, elle peut être en avance ou en retard, peu importe. C'est quand même un lieu où effectivement on expérimente des formes transposables, potentiellement, avec toutes les différences que ça implique à un niveau mondial, malgré tout.
il y a quand même un accord sur quelques valeurs et quelques droits indérogeables qui tient jusqu'à présent. Mais cela dit, si par exemple la France sortait de la Convention européenne des droits de l'homme, retirait sa signature, à ce moment-là, je ne saurais plus quoi vous répondre. Certains responsables politiques ont lancé l'idée. Je crois qu'elle est très loin de nous, mais... Buonasera. Adesso descrivo quello che vedo io, banalizzando probabilmente. Io vedo da una parte il diritto che segue ancora lo Stato-nazioni brandelli degli Stati-nazione e dall'altra parte il mondo della grande finanza, delle multinazionali, che seguono invece leggi e regolamenti che in qualche modo sono comuni, quindi in qualche modo hanno imparato a parlare lo stesso linguaggio. Mi domando se quindi il diritto, dovendo passare per una armonizzazione prima di giungere ad una unificazione, se mai sarà possibile, non raccolga un ritardo fortissimo nel tentativo di risolvere grossi problemi globali che stiamo vivendo e che lei stessa ha annunciato, e vorrei rimarcare anche un ritardo grossissimo nel rispondere alle esigenze della cittadinanza globale che si sta definendo. Grazie. Spero di essere stata chiara. Est en retard. Mais par rapport à la réalité, par rapport aux demandes des citoyens. C'est ça? Aux exigences des citoyens. Par rapport aux exigences des citoyens. Oui, je crois que de manière générale, le droit est toujours un peu en retard. Il est rarement... Quand je parle d'anticipation, ce n'est pas par rapport aux demandes des citoyens, c'est par rapport aux problèmes tels qu'ils se posent, les générations futures. Et il y a toujours un certain retard du droit. Et je pense plus particulièrement pour ce qui concerne les entreprises transnationales. C'est vrai qu'elles sont déjà des acteurs majeurs au niveau mondial et elles ne sont pas encore reconnues par le droit international comme des sujets du droit international. Alors ça amène même à une dissymétrie que j'évoquais à propos du droit des investissements, où une entreprise peut poursuivre un État, mais l'État ne peut pas poursuivre l'entreprise. Et dans les propositions qui ont été faites à propos du dérèglement climatique, il y avait notamment la proposition de faire entrer les entreprises dans la sphère du droit international pour répondre à cet écart que vous évoquez. Donc c'est une des difficultés. Cela étant, la question pour les entreprises, elle est particulièrement complexe parce qu'il y a aussi la crainte de certains auteurs, comme je pense à Suzanne Georges, qui a écrit un grand ouvrage sur les entreprises transnationales comme usurpateurs des pouvoirs de l'État, en disant mais si on transfère l'ensemble du système juridique aux entreprises, c'est elles qui vont devenir le gouvernement du monde. C'est à Davos que se décidera la gouvernance mondiale et il y aura un véritable transfert des fonctions régaliennes même aux entreprises, avec la charge de prendre, en fait avec l'obligation de prendre en charge l'éducation, la santé, tous les problèmes, la sécurité même. Donc
c'est assez compliqué à la fois de dire il faut répondre aux demandes des citoyens, et dans certains domaines c'est évident qu'il y a un écart énorme, mais attention, si on comble trop l'écart, on va complètement modifier l'équilibre politique. Et à ce moment-là, le droit peut être un droit perturbateur aussi. Ha bisogno della traduzione? Ok, benissimo. Now I would like to give the floor to Professor Nesi, who asked to reply to the observation, and then I think we're going to move on with the ceremony for the diplomas because we're running late. So, please, Professor Nesi. Merci. Je serai très bref. En réalité, je voudrais remercier autrefois Madame Delma Marty parce que vraiment nous avons appris beaucoup aujourd'hui. Et je voudrais poser une petite question. C'est vrai que nous sommes peut-être à la recherche d'un ordre juridique mondial. Je ne sais pas si on peut dire un nouvel ordre juridique mondial. Nous sommes à la recherche d'une certaine stabilité dans les relations internationales, peut-être. Mais je dirais que, et je pense que ce n'est pas un sentiment que je suis seul à sentir. C'est un problème aussi de responsabilité des États. Je dirais que l'ordre mondial, peut-être que cette petite conclusion, pour moi, est donnée par le fait que je suis un ancien combattant des Nations Unies. Je travaillais presque 10 ans à New York avec la délégation italienne aux Nations Unies, après avec les présidents de l'Assemblée générale. Mais en étant là-bas, j'ai compris que les Nations Unies sont les Nations Unies et les États sont les États. Mais les Nations Unies ont à la base les États. Et si les États ne font pas leur devoir, pour ainsi dire, c'est naturel que l'ordre juridique mondial souffre beaucoup. Et dans ce contexte, je dirais que tous les phénomènes dont vous avez parlé aujourd'hui, qui sont les phénomènes les plus tragiques, si on veut, du point de vue de la vie sociale internationale, sont des phénomènes qui peuvent être contrôlés si les États veulent le faire. En ce qui concerne par exemple le terrorisme, autrefois, jusqu'à 2001, comme vous savez, le Conseil de sécurité avait adopté seulement 2 résolutions qui avaient qui a été labellée avec le mot terrorisme. Après, nous avons eu des dizaines de résolutions dans lesquelles le mot terrorisme est fréquemment employé. De l'autre côté, il y a quelques-uns qui disent qu'il n'y a pas une définition de terrorisme. Et alors qu'est-ce qui se passe? Parce que les États ont été obligés par la résolution 1373 à faire quelque chose pour lutter contre le terrorisme, pas faire la guerre contre le terrorisme. Et beaucoup de choses ont passé de 2001. J'étais vraiment frappé par la déclaration du président de la République française après le 13 novembre, parce que la France est toujours vue comme un repère, comme disaient les collègues. Si la France déclare guerre dans la façon que nous avons vue au terrorisme, j'ai vraiment la peur que tout le monde peut perdre la tête en ce qui concerne ces phénomènes. Les actes de Paris ont été des actes atroces, ont été vraiment c'était une tragédie incroyable, mais il s'agissait des actes mis en place par 10, 20, 30, 50 personnes qui ont tué 130 personnes. Et
oui, je comprends, dans le cœur de Paris, mais en même temps, c'est un peu trop de dire peut-être qu'il y a l'état d'urgence, il y a une situation qui est semblable à une sorte de guerre mondiale. Je pense que les États ont une responsabilité très lourde en ce qui concerne la position qu'ils prennent quand il y a fait comme ceux de Paris. Et la responsabilité des hommes d'État est même aussi plus importante que voir aux activités des organisations internationales et même à l'ordre mondial qui peut-être est un peu frappé par ce fait, mais il reste là-bas. Hein. Oui, je suis totalement d'accord avec vous sur les deux points. Pour ce qui concerne le terrorisme, c'est vrai que les États ont une énorme responsabilité, que ce soit les États-Unis déclarant la guerre au terrorisme ou la France maintenant s'alignant sur cette idée de guerre. Alors d'autant plus qu'il y a un concept qu'on aurait parfaitement, et là c'est pas un processus, c'est un concept qu'on aurait parfaitement pu utiliser autant pour les attentats de 2001 que pour ceux de 2015, c'est le crime contre l'humanité. Et à ce moment-là, au lieu de faire reculer le droit international, on le ferait avancer. Puisqu'on n'a pas réussi à définir le terrorisme en tant que tel, on peut le faire entrer malgré tout dans le droit international, dans les cas où il y a une attaque systématique ou généralisée contre une population civile, non seulement par un État, mais par une organisation ayant pour but cette attaque, c'est exactement la définition des attentats, à ce moment-là, c'est un crime contre l'humanité. Et on n'aurait même pas besoin de créer une qualification spécifique, on aurait la compétence de la Cour pénale internationale. Alors l'histoire aurait été complètement différente, en d'autres termes, si au lendemain du 11 septembre, les États-Unis avaient dit c'est un crime contre l'humanité et fait adopter par le Conseil de sécurité une résolution pour donner compétence à la Cour pénale internationale qui venait d'être créée, qui n'avait pas compétence rétroactive, mais par décision du Conseil de sécurité, on aurait pu en faire une juridiction ad hoc. Alors évidemment, c'est un peu une hypothèse d'école parce qu'on n'imagine pas un président américain réagissant autrement que la réaction de George Bush. Mais il n'empêche que c'est vrai, la réponse pourrait être différente si les États le veulent bien. Alors, il y a aussi un premier point sur lequel je voulais répondre quelque chose. Le premier point sur lequel vous avez insisté, de manière générale et pas seulement à propos du terrorisme, c'est sur le fait que la société internationale telle qu'elle est, elle est composée d'États. Et alors, moi, je vous suis tout à fait sur l'idée que, pour le moment, la souveraineté, ce sont les États. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut supprimer le principe de souveraineté des États, parce que je ne vois pas ce qu'on mettrait à la place. Mais en revanche, j'aimerais lancer comme ça, comme une idée possible, l'idée que la souveraineté, à l'heure de la mondialisation, n'est plus une souveraineté solitaire. C'est même pas une souveraineté partagée, parce que quand on partage un gâteau, chacun a un morceau plus petit, mais c'est une souveraineté augmentée, c'est une souveraineté solidaire. J'aimerais qu'on remplace solitaire par solidaire. Solidaire, ça veut dire que les États restent souverains pour défendre les intérêts nationaux, mais aussi, on ajoute quelque chose de plus, ils deviennent souverains pour défendre l'intérêt commun de l'humanité, les biens communs de l'humanité que j'évoquais en conclusion. Donc l'idée, c'est que la souveraineté n'est pas diminuée, elle est augmentée d'une responsabilité nouvelle pour les États, qui est la défense des intérêts communs de l'humanité. J'aimerais beaucoup que cette idée d'une souveraineté qui n'est plus solitaire mais solidaire soit reconnue par les États. Alors cela étant, le jeune homme qui m'a posé tout à l'heure la question sur l'Europe pourrait la reposer à ce sujet, parce que la souveraineté solidaire, c'est ce qu'on attendait de l'Europe. Et c'est ce que l'Europe a beaucoup de difficultés à mettre en place dans le monde réel. Mais tant pis, si l'Europe n'y arrive pas, essayons de le faire directement au niveau mondial, même si ça paraît illogique, il faut essayer tout ce qui est possible, même l'impossible.
Merci bien. Thank you. Thank you very much. The question and answer time, I think, was as challenging as the presentation. So we're really very grateful for all the ideas and the discussion that has been raised by this presentation. So now we are going to move on with the giving of the diplomas to our students. Before doing that, just let me thank the people that were involved in this organization, the Dean of the Faculty of Law and the Faculty of Law that has been co-organizing the event, the staff of our secretary, in particular Silvia Tomaselli, Rosalia Amico and Rosaria Starita, and then of course the heart of what has been going on, Emanuela Fronza, who's been the engine of all this, and also Giovanni Perilongo, who's been working on the translation of the text from French to English. So thank you to all of you for all the work and effort that you've been doing. Benissimo. Now, a lot of our students won't be here because at the School of International Studies, students are international, and a lot of them have already left the nest and gone somewhere around the world. So just a few are there, but we would like to read the names and the identity and the theme of their dissertation to everybody, just to let you know what has been going on in terms of the work inside the school. So in the PhD of International Studies, we had 4 persons that got their final exam and got their PhD. It's Irene Costantini, supervisor Professor Roberto Belloni, and the dissertation title was State Building versus State Formation, the Political Economy of Transition in Iraq and Libya. Then Benedict Erfurt, he discussed his PhD thesis with Professor Vincent Della Sala, and the title of the thesis was Thinking Security, a Reflectivist Approach to France Security Policy Making in Sub-Saharan Africa. Then we have Eliza Katsarova. She also ended her work with Professor Vincent Della Sala, and the title of her work was The World is Broken, the Social Construction of a Global Corruption Problem. And finally, we have Irina Kustova. She got her PhD with Professor Paolo Rosa, and the title of her work was The Conflict Cooperation Nexus, Politicization, Security, and Domestic Institution in EU-Russia Energy Relations. So, none of them is here, but still we congratulate them for their work. For the master's program in European and International Studies, we have a longer list, and some of them are here. So we're going first to read the people names of the ones that are not here, and then we are going to call the ones that are here, and I would like them to come up here, get their diplomas, and then we're going to take a picture with you. So Veronica Adami, she discussed her thesis with Professor Antonino Ali, and the title was The Environmental Policy of the European Union After Lisbon and Sustainable Development, a EU Law Perspective. Then we have Sofia Mele. She graduated with Professor Matteo Borzaga, and her dissertation was Abuse of Temporary Employment Contracts from the Theoretical Legal Framework to Practice, a comparison between the Italian and the German system. Valentina Peron discussed her thesis with Professor Marco Pertile, and the title was Members of the Armed Forces and Human Rights, New Developments in the Light of the Case Law of British Courts. Silvia Berti graduated with Professor Marco Pertile, and her thesis was Human Rights, Corporate Sustainability, and Multinational Corporations, Assessing the Achievements of the UN Global Compact. Claire Giuliani graduated with Jens Wölk. Her thesis was Territorial Autonomy, Minority Protection, and Rights of Immigrants, the Case of South Tyrol.
Sara Kagel graduated with Professor Emanuela Bozzini, and her thesis was Agenda Setting in the European Union, the Case of Environmental Migration. Elisa Omezzoli graduated with Professor Carlo Ruzza, and the thesis was Organic Farming, a Key Tool for a Greener European Agriculture. Diego Albiero graduated with Professor Mauro Politi, and the thesis was A Case of International Refugee Law, Turkey and Recent Syrian Inflow. Geotar Fazliu graduated with Professor Paolo Foradori, and the title was Deterring, Preventing and Repressing Piracy of the Coast of Somalia under European Union Flag, Legal Aspects, Operation and Future Perspectives. Chiara Franco graduated with Professor Serena Giusti, and the title was The Europeanization of Turkey Foreign Policy in the Accession Process. Vittorio Ruggero graduated with Maria Grazia Labrese, and the title was Improving Land Tenure for Sustainable Rural Development, the Importance of Ensuring Land Rights to Vulnerable Communities, a Focus on Latin America. Viviana Pitalis graduated with Professor Fabrizio Coticchia, and the title was A Post-Colonial Analysis of State Building, Brazil, Status Quo or Critical Actor. And Dang Thi Nguyen Trang, hopefully it sounds somehow like the surname is, I'm sorry for my pronunciation. She graduated with Professor Alberto Nones, and the title was The Construction of Identity, the Case of Vietnamese Immigrants in Triveneto Region. Now we have the names and the titles of the people that are here. So we start with Delia Usai. She graduated with Professor Stefano Schiavo with a thesis on cooperation in renewable energy sector as a tool for local development. Merci. No, pardon. Anna Zaghi graduated with Professor Stefano Schiavo on a thesis with microcredit in post-conflict context, the case of Bosnia-Herzegovina. Olga Strikova graduated with Professor Antonino Ali on the security of European Union, the case of energy. She's not here? Okay, we miss her, so. Chiara Rodiguiero, she graduated with Matteo Borzaga on women's new vulnerability and the declining role of gender equality in the European agenda, the case of work-family reconciliation. Sara Ferretti graduated with Professor Matteo Borzaga on youth unemployment in the European Union during the global economic and financial crisis, comparing different labor market performances in Germany and Italy. Claudia Di Dino graduated with Professor Marco Pertile, the final phase of the Sri Lankan civil war, international humanitarian law, human rights, and the question of accountability. Giulia Sordo graduated with Professor Carlo Ruzza on liberal democracy and the dilemmas for the representation of national minorities, the case of Northern Ireland. Verdiana Zendri graduated with Professor Andrea Di Nicola on evaluation of anti-corruption policies, a comparative study of 2 municipalities in Italy and Bulgaria. And finally,
Sara Megliettini graduated with Professor Paolo Foradori on Evolution of Empires, The Awakening of the Russian Bear. Vous avez tué les hommes. It's a very female. Okay. Thank you very much to all of you, and thank you for having been here. It was a pleasure, and I'm very grateful to all of you, and particularly to Professor Delmas-Marty. Thank you so much. Thank you.